Bien, nous poursuivons évidemment la situation autour des raffineries et des dépôts d'essence. Nous allons en parler. Tiens, nous sommes en train de réaliser un petit sondage, Joseph Ruiz. Qui est responsable de la situation actuelle ? Eh bien, selon les auditeurs de Sud Radio, qui peuvent voter sur Twitter, sur @Sud Radio, eh bien, c'est l'État à 65% qui serait responsable de la crise des carburants. Arrive en deuxième position la CGT à 21% et Total dernier à 14%. Bien, il y a des mouvements de grève donc chez Total, chez ExxonMobil autour des salaires notamment, mais pas que des salaires. Nous allons parler de cela et continuer à en parler à travers vos témoignages 0826 300 300. Mais ça nous pousse à nous poser beaucoup de questions autour de la redistribution des richesses en France. Le cas Total est un cas un peu exemplaire, symbolique. Nous allons voir avec nos invités si en France la redistribution est réelle. On a beaucoup parlé de ruissellement ces derniers mois, ces dernières années, vous avez entendu le mot. Alors est-ce que le ruissellement ruisselle vraiment ? C'est la question que je vais poser aussi. Je vais la poser à nos invités. Avec nous en studio, Olivier Babot, bonjour. Bonjour. Olivier Babot, vous êtes président de l'Institut Sapiens, professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux. Et puis avec nous, par Zoom en ligne, il y a Henri Sterdignac, qui est économiste à l'OFCE et cofondateur des économistes atterrés. Henri Sterdignac, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous savez ce que nous allons faire ? Nous allons commencer avec Florence. Florence qui est à Toulouse, en Haute-Garonne. Florence, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Florence. Vous êtes employée à l'aéroport, hein, c'est cela ? Oui, c'est ça. Bon, Florence, qu'est-ce que vous vouliez dire à propos de la situation actuelle autour des raffineries et des dépôts d'essence ? Mais je voudrais un peu plus élever sur le débat parce qu'en fait, là, on est en train, ils font grève pour avoir un peu plus de pouvoir d'achat ou oui. peu importe. Oui. Vu les bénéfices engrangés, ça ne me paraît pas complètement démesuré. Tout ce que je vois, c'est que les jours passent et en fait, ce qui est en train de se monter, c'est des salariés contre des salariés, ce qui me désole complètement, en fait, de par le fait qu'on laisse pourrir la situation, ainsi de suite. Mais tous ces bénéfices et ces ruissellements, si vraiment on veut vraiment quand même contenter, je pense que tous ces patrons qui touchent des enveloppes formidables, tous ces dividendes, enfin, tout mélangé, je ne vais pas entrer dans ce débat. Le ruissellement pourrait se faire aussi au niveau d'un pays. C'est-à-dire que que les augmenter à eux, mais ensuite le ruissellement sur les hôpitaux, le ruissellement sur nos écoles, le ruissellement sur la recherche du cancer, le ruissellement sur 10 000 choses. Parce que quand vous avez un jet privé, vous en voulez 2, vous en voulez 3, vous voulez 3 sacs Vuitton, vous voulez quoi ? À un moment donné, on vit tous réinvestir dans un pays. Ça parle à quelqu'un, ça, réinvestir dans son pays. Là, Noël arrive, on va recevoir plein d'enveloppes pour la recherche pour le cancer, pour l'Éthiopie, pour le ci, pour le là. Mais non, là, l'argent, vous dites que nous sommes un pays riche. Faisons profiter ce pays en premier. Et parce que si on n'augmente pas les salariés, mais le gars qui est au chômage, le gars qui touche 1 200 €, lui, il n'en voit pas. Et de toute façon, il ne le verra pas. Le ruissellement, il s'effectue où, le ruissellement ? Donc, en fait, je pense qu'il faut élever le débat, contribuer à ce pays avec l'argent qui se gagne, le réinvestir dans les outils de travail, dans les infrastructures, dans tout ça. Je pense le réinvestir et mieux le répartir. Merci beaucoup, Florence. Olivier Babot, que répondez-vous à Florence ? Votre auditrice parle d'or, sauf que en fait, le ruissellement. En fait, moi, j'aime pas ce mot. Il y a ceux qui n'ont pas de théorie économique du ruissellement. Ça n'existe pas. C'est pas moi qui l'ai inventé. En fait, c'est ce qu'on appelle un homme de paille, c'est-à-dire que personne n'a jamais parlé de ça. En revanche, ce qu'on sait en économie, c'est qu'il y a une corrélation entre l'élévation du PIB par tête et le bonheur général d'un pays. Ce qu'on sait aussi, c'est quand il y a trop d'inégalités, eh bien, en effet, c'est mauvais pour tout le monde, du haut au bas, en fait, de l'échelle sociale. En revanche, la situation française, c'est pas celle-là. Figurez-vous que la France est le pays qui a le système le plus puissamment redistributif au monde. L'INSEE a montré que les différences entre les 10% des revenus les plus hauts et les plus bas, avant et après redistribution. Alors, avant redistribution, il y a une différence de 1 à 20, après redistribution de 1 à 5. En fait, on a déjà un pays qui est extraordinairement redistributif. Il y a déjà un fric incroyable, pour reprendre l'idée du président de la République.
un qui est pognon déversé. incroyable, C'est un pognon dirait, dingue, familièrement et vulgairement. et qui est sans doute pas suffisamment et pas bien utilisé, pas efficacement utilisé, mais il est déjà là de façon incroyable. Le problème peut-être, Olivier Babot, je vais donner la parole à Henri Sterdignac, le problème peut-être, ce ne sont pas ces chiffres, le problème c'est qu'il y a quelques exemples, le PDG de Total, qui s'augmente de 52%, alors que les salariés se battent pour une augmentation de 6 ou 7%, évidemment que ça choque. Ouais, évidemment, je suis tout à fait d'accord. Donc il y a quelques exemples. Je ne dis pas que c'est la majorité, bien sûr, mais il y a quelques exemples qui choquent. Oui, c'est un mauvais signe. Les Français. Ce qu'il faut dire, c'est que les patrons français sont beaucoup moins payés que les patrons américains. On a un rapport de 1 à 2 c'est pas la raison, ça. Non, mais ça, c'est pas une raison, c'est déjà ça. Les comparaisons sont inutiles. La deuxième chose, c'est qu'il y a un progrès qui est lent, c'est vrai, mais qui est réel sur le lien entre la performance des décisions d'un dirigeant et sa rémunération. Ce progrès, il est réel parce qu'avant, il n'y en avait pas vraiment, en tout cas pas toujours, avec des cas d'ailleurs qui étaient complètement dingues où vous mettez votre entreprise au tapis, vous êtes super bien payé, ce qui est effectivement lamentable. Donc aujourd'hui, de plus en plus, il y a non seulement de la transparence, et ça c'est très important, mais en plus un lien avec la performance à long terme. Pardon, mais la performance de Total, c'est pas le patron lui-même. La performance de Total, c'est aussi parce que les cours, c'est l'ensemble des employés, c'est la situation tout à fait. mondiale. C'est pas l'action du patron. Henri Sterdignac, qu'en pensez-vous? Je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Dans le cas de Total, on a eu un appel il y a quelques mois de Bruno Le Maire qui a dit on ne va pas taxer les grandes entreprises, mais en contrepartie, il faudrait qu'ils fassent un effort sur les salaires. Je pense que les salariés de Total l'ont entendu, mais donc ils réclament tout à fait naturellement des hausses de salaire. Ensuite, on a un contraste extrêmement important entre quelques grandes entreprises comme Total, CGM, CMA, qui font des profits tout à fait importants en profitant de la crise, et la masse des salariés qui souffrent de l'inflation, et la masse des petites et moyennes entreprises qui souffrent de la hausse du prix du pétrole. Et donc, d'une façon ou d'une autre, il faudrait prendre un peu du profit des entreprises qui gagnent beaucoup actuellement pour le redistribuer soit aux ménages, soit à ces petites et moyennes entreprises. C'est peut-être là. Par ailleurs, la direction Total a été très maladroite en octroyant 52% de hausse au PDG. C'est jeter de l'huile sur le feu. Évidemment, Henri Sterdignac, parce que quand on regarde la situation globale avec un peu de recul, on voit quoi? On voit effectivement une masse de PME, TPE et toutes petites entreprises qui ne peuvent pas augmenter les salaires. Et vous parliez de redistribution. Là, la redistribution s'effectue réellement. Mais effectivement, il y a à côté quelques exemples, Total et d'autres, quelques exemples où la redistribution n'est pas réalisé. Écoutez, il faut se réjouir d'avoir des entreprises qui font des profits et qui marchent. Vous savez, Total, tout le monde se réjouit. Il verse quasiment 2 milliards par an en impôts divers, charges sociales, impôts sur les dividendes. 2 milliards en France. 2 milliards en France. Oui, et je pense qu'LVMH, c'est au moins 2 milliards aussi, mais probablement un peu plus. On a besoin du ruissellement de cet argent qui arrive dans les caisses de l'État et dont on sert après pour des politiques sociales. Le problème de Total, c'est qu'il déclare massivement ses profits à l'étranger. Oui. Non mais attendez, alors là c'est une fake news complète. Il faut expliquer l'activité de ces grands groupes. Alors attendez, il faut clarifier les choses. Finissez. Alors je termine et Henri, vous me répondrez. Mais il y a différentes activités. Les activités qui sont en France de Total, c'est le raffinage et c'est la distribution. C'est classiquement des activités qui gagnent pas d'argent, voire qui en perdent. Et d'ailleurs, personne ne vient pleurer sur Total comme quand en 2015 ou 2016, ils ont perdu de l'argent, ils n'ont pas fait de bénéfices. Bon, l'activité qui est la plus rentable, mais très risqué, c'est l'extraction. C'est que vous avez des milliards d'investissements et quand vous arrivez enfin à avoir le précieux liquide, ça peut être intéressant, d'autant plus quand c'est au-delà de $50 le baril environ, ce qui est le cas en ce moment, et à ce moment-là, c'est intéressant. Quand c'est en dessous, ça va pas du tout. Et à ce moment-là, vous payez des impôts dans le pays où vous extrayez, parce qu'il faut bien que, c'est normal, le pays, il demande sa part. Donc, si je me trompe pas, peut-être l'Angola, je me demande s'il n'y a pas la Norvège aussi. Voilà, donc ces pays-là, ils prennent leur part. Il n'y a pas de raison que ce soit la France qui touche le fric. Non, mais on est d'accord. Olivier. L'impôt, il est payé. Il y a quasiment 20 milliards de qui seront payés d'impôts par Total, si je ne me trompe pas, dans le monde. Hein. Voilà. Combien on est? 20 milliards. 20 milliards. Je crois que c'est Pouyanné qui a déclaré ça l'année dernière. Henri Sterdignac.
d'un côté, on a CGM, CMA qui ne payent pas d'impôts, qui payent très peu d'impôts parce qu'ils bénéficient d'un statut privilégié des armateurs, donc en Europe. Donc là, il faudra le remettre en cause. Et par ailleurs, vous n'allez pas nous faire pleurer sur Total. Total, naturellement, paye au pays extracteur ce qu'il doit payer au pays extracteur, ok, mais le résultat, c'est que finalement, il a un profit extrêmement important à l'échelle mondiale. Et le problème, c'est comment taxer ce profit. Ça s'appelle l'impôt sur les sociétés. 35 milliards. Et naturellement, ça s'appelle pas l'impôt sur les sociétés. Il serait souhaitable que les pays producteurs en prennent leur part, mais la France aussi peut en prendre sa part. Et par ailleurs, venir nous dire Total ne fait aucun profit sur ce qu'il vend en France, c'est totalement aberrant. Total extrait du pétrole à un certain prix, il le vend en France à un prix beaucoup plus élevé. La différence entre les deux, c'est ça résulte à la fois du pays producteur et du pays consommateur. Et tout le problème qu'on a aujourd'hui sur l'impôt sur les sociétés, que l'OCDE va essayer de résoudre, c'est qu'il faut que les entreprises soient taxées à la fois là où elles produisent et là où elles vendent. Et il faut répartir le profit entre les deux. Et on ne peut pas, le Total payant relativement peu de taxes globalement, ok, il faut répartir entre l'Angola, la France, le Gabon et d'autres pays producteurs. Et c'est la moindre des choses que ces 35 milliards profitent à la fois aux travailleurs en Angola, aux travailleurs en France et aux consommateurs. Bien. Henri Sterdignac, j'ai l'impression, on va dépasser Total, on va aller un peu plus loin, parce que là est posée évidemment cette fameuse taxe sur les super profits, et notamment des entreprises qui travaillent dans l'énergie. On va débattre de ça. Perrine Goulet est avec nous dans un instant. Perrine Goulet est députée de la Nièvre, porte-parole du MoDem à l'Assemblée nationale, membre de la Commission des finances, et le MoDem a déposé un amendement qui vise à augmenter la taxation sur les dividendes, pas sur les profits, car les profits, c'est normal que les entreprises en fassent en France, dit-elle. On va en parler, mais j'ai l'impression aussi, Olivier Babot, vous allez me dire, je ferai juste la pub après, vous allez me dire, mais Total, c'est un État dans l'État. Pardon, mais Total fait ce qu'il veut. J'ai l'impression que là, Total n'ouvre pas de négociations avec ses salariés, avec une partie de ses salariés, la CGT notamment. Total dit on n'ouvrira des négociations que si vous débloquez. Le gouvernement a beau faire pression sur Total, rien n'y fait. C'est un État dans l'État, Total. Alors, effectivement, c'est une question, mais alors, ces négociations, moi, j'ai pas compris la même chose. J'ai compris que les négociations, elles étaient prévues en novembre, elles ont été anticipées en octobre, mais que le préalable mis par Total, c'est on négocie, mais vous faites pas une grève préventive. Parce qu'on a une grève préventive qui est un peu bizarre. C'est de dire, écoutez, je veux bien négocier, mais je veux le résultat de la négociation avant la négociation. Mais c'est pas un État dans l'État, Total, c'est pas très fair. Alors, oui, sur l'influence de Total, ces très grands groupes qui sont très puissants, très importants économiquement, c'est vrai que du point de vue de l'État, c'est pas exactement comme une PME. Vous êtes obligé évidemment de les traiter un peu différemment. On aimerait bien en avoir beaucoup plus pour apporter beaucoup plus d'argent dans nos caisses, mais ils sont puissants. Voilà. On aimerait bien. Si c'était pas Total, tout cet argent il irait ailleurs. Ce serait des entreprises étrangères. Bien, il est 11h17. Vous êtes sur Sud Radio. Allez-y, 0826 300 300. Perrine Goulet aussi avec nous dans un instant. Il est 11h21. Nous parlons de la répartition des richesses ce matin. Romain est à l'antenne, 0826 300 300. Romain appelle de Lozère. Bonjour Romain. Oui, bonjour M. Bourdin. Vous travaillez dans le transport depuis 17 ans, Romain. Oui, c'est ça. En fait, déjà le ruissellement, moi je le vois en fait sur le taux horaire principalement, en fait sur la rémunération du travail. Oui. Qui devrait être un peu plus correct, en fait, je pense, parce que je pense qu'on n'est pas dans le transport les seuls secteurs d'activité où il y a des accords de branche qui font tout en fait pour nous laisser en fait
au Oui. SMIC, même avec des années d'ancienneté. Ça fait 17 ans. Combien gagnez-vous, Romain? Alors moi c'est un peu spécial parce que je suis toujours en fait dans le transport de bois, donc c'est pas la convention collective du transport, mais j'ai été dans le transport auparavant parce que ça fait que 4 ans. Mais je suis au SMIC à 10 euros et quelques 10,50 euros ou 60 de l'heure. Donc en fait, si vous voulez, sur un salaire de base de 152 heures, c'est du 1600 euros brut. En fait, si on ne fait pas de découché, si on ne fait pas d'heures supplémentaires, notre rémunération... Vous ne pouvez pas vivre. Tout simplement, disons clairement les choses, Romain. Oui. Et en fait, on voit bien que la politique de M. Sarkozy à l'époque, où c'était le travailler plus pour gagner plus, en fait, pour nous, ou comme pour la restauration, ou comme pour d'autres secteurs, pour les chauffeurs de bus, néanmoins, où c'est des secteurs où il manque énormément d'employés et on ne les trouve pas, c'est qu'en fait, on gagne rien. Donc, ça sert à quoi de travailler pour être au SMIC toute sa vie et subir le coût de la vie, en fait, chaque fois, c'est-à-dire sans CE, sans représentation syndicale, sans avantages, sans même d'intéressement aux bénéfices. Alors chaque année, on nous parle d'augmentation de petits pourcentages, mais sur les bas salaires, c'est peanuts. Sur les gros salaires, la rémunération au pourcentage, c'est tout gagnant. Mais pour les bas salaires, c'est la catastrophe, je veux dire. Donc, j'arrive pas à comprendre. Enfin, je veux dire, et puis tout est fait pour que les heures supplémentaires ne soient pas gagnantes, en fait. C'est-à-dire que pour nous, dans le transport, c'est les 35 ou 37 premières heures à 25%. Donc, dès qu'on veut faire des heures à 50, il faut faire énormément d'heures, c'est-à-dire 200 heures par mois. Dans la restauration, c'est pareil. Ils ont signé des accords de branche avec les premières heures à 10%. Après à 25%, après à 50%. Donc les gens, même s'ils font des heures supplémentaires, ils gagnent pas leur vie. Et c'est un problème parce qu'en plus, on recherche de main d'œuvre dans les transports, 40 000 chauffeurs. On voit ce qui se passe avec les bus scolaires où les gens ne veulent pas aller travailler parce que c'est découpé. C'est que des emplois qui deviennent pour des retraités en fait. Je trouve ça mais pitoyable. C'est pas remettre la France au travail aussi. Alors. Merci Romain. Merci Romain. Merci vraiment pour votre appel. Cri du cœur de Romain. Cri du cœur de Romain. On parle beaucoup de redistribution des richesses. Oui, mais est-ce que ces richesses... D'abord, y a-t-il des richesses à redistribuer? Mais Olivier Babot, écoute, vous venez d'écouter Romain. Oui, mais c'est très important le sujet qui a été soulevé par cet auditeur. En fait, on a un problème de déformation de la répartition des salaires vers des bas salaires en France qu'on appelle une trappe à bas salaire. C'est-à-dire que le salaire médian, vous savez, il est autour de 1 900 €. Vous avez la moitié des Français qui gagnent moins et la moitié qui sont au-dessus. C'est très très bas. On est à 150, 160% du SMIC, 150 plutôt % du SMIC. C'est assez bas. Et pourquoi? Parce que les allègements de charges qui sont là pour favoriser évidemment l'emploi, ils font que quand vous essayez de dépasser un peu plus de 150 ou 200, enfin de 100% du SMIC, enfin 200%, donc quand vous doublez, à ce moment-là, vous avez tellement de charges que c'est très difficile pour les entreprises d'augmenter. Et ça, c'est le second problème. C'est qu'on voit bien que dans des entreprises comme par exemple les entreprises de transport, vous avez des marges qui sont relativement faibles et des capacités. Alors on n'est plus du tout chez Total, les capacités à augmenter pour les PME. En plus, avec des coûts qui ont explosé, des coûts énergétiques qui ont explosé, sont aujourd'hui très très limités. Donc on a une sorte d'effet ciseau qui arrive avec de l'inflation d'un côté, inflation pour les entreprises, et puis une demande tout à fait légitime d'augmentation des salaires, au moins pour suivre l'inflation, mais qui est réellement compliquée pour beaucoup de petites entreprises. Mais imaginons, si l'on mettait en place une taxation des super profits. Je sais pas, je regardais les chiffres. Les évaluations. Je regardais les chiffres. Total, Engie, CMA, CGM, la compagnie maritime d'affrètement. Si on taxait les super profits de ces trois compagnies, ça représenterait entre 2 et 7 milliards d'euros par an. Voilà, c'est ça, les chiffres en tête, c'est 200 millions, c'est le minimum, c'est ce dont je crois Bruno Le Maire a parlé. Et puis on parle de 5 milliards. Voilà, l'évaluation, c'est 5 milliards. Alors ça paraît beaucoup, mais en fait c'est assez peu comparé à nos dépenses. Regardez le bouclier tarifaire. Nos dépenses et au trou. Notre dette, c'est 3 milliards. Au trou de la dette. Mais voilà, mais le bouclier tarifaire, rien que lui, il a coûté déjà 24 milliards d'euros.
euros. Et les Français n'ont rien vu. Ils n'ont pas eu l'impression d'avoir été tellement aidés. Mais c'est, vous savez, là, ce que vous avez payé en moins à la pompe, le bouclier. Donc, c'est à peu près 3 fois le budget de la justice. Et probablement, on va doubler au moins en 2023. Donc, vous voyez, malheureusement, c'est pas la solution à nos problèmes. C'est pas la solution, mais pourquoi ce serait presque pas symbolique. Pardon. Disons qu'on emprunterait un peu moins sur les marchés. Ça compte le symbolique. Alors, le problème, c'est que le symbolique, il joue dans les deux sens. Parce que pourquoi le gouvernement n'a pas envie, c'est que ça envoie aussi un signal plutôt négatif pour l'implantation, l'attractivité des entreprises. Voilà, alors attendez, voilà. Perrine Goulet est avec nous. Bonjour Perrine Goulet. Bonjour. Vous êtes députée de Liane-Nièvre, porte-parole du MoDem à l'Assemblée nationale et membre de la commission des finances. Et vous avez déposé un amendement qui vise à augmenter la taxation sur les dividendes, pas sur les profits. Expliquez-nous. En fait, c'est assez simple. Qu'une entreprise fasse des profits, c'est pas un gros mot dans notre pays. C'est plutôt bien, c'est ce qui permet d'investir et de payer des salaires. Oui. Et nous, on part du principe qu'à partir du moment où il y a des profits, si ces profits restent au bénéfice d'entreprises, c'est-à-dire pour peut-être augmenter les salaires, passer une prime, ou alors pour investir dans la transition écologique, par exemple, eh bien, on pense que ça doit rester dedans. Par contre, là où on est effectivement en phase avec la discussion d'aujourd'hui sur quand il y a des super profits, etc., nous, la question, c'est quand les actionnaires récupèrent beaucoup trop par rapport aux salariés et ce qui reste dans l'entreprise. Et donc, ce qu'on souhaite faire, c'est augmenter pour cette année la taxation sur les dividendes touchés par les actionnaires s'ils sont bien plus élevés que les autres années. Parce qu'on pense qu'effectivement, l'argent ne doit pas aller au capital, mais l'argent doit rester dans l'entreprise. Donc c'est un petit peu différent des super profits. Et c'est bien pour aller taxer les revenus du capital qui seraient indus cette année s'il y a eu beaucoup de revenus. Mais, quel avenir vous avez chiffré? Ça représenterait quoi? Alors, c'est en cours de chiffrement avec Bercy. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est, vous savez, il y a une taxation qui est de 30% sur ces revenus-là. Oui. Si on voit que sur la moyenne des 5 dernières années, il y a vraiment une hausse, eh bien, on les taxe de 5% supplémentaires. Mais ça, le but, c'est pas forcément de récupérer l'argent. Le but, c'est que l'entreprise investisse sur ses salariés et investisse dans son entreprise les fameux profits qui feraient en plus cette année. Voilà, les profits seraient redistribués en investissement et en salaire, hein, si je comprends bien, Perrine Goulet. C'est exactement ça. Alors, quel est l'avenir? Alors, attendez, mais quel est l'avenir de votre amendement, là? Bah écoutez, on le discute avec les services de Bercy pour le moment. On espère aboutir. Oui, vous êtes dans la majorité, Perrine Goulet, au MoDem. Bien sûr. Vous pensez que vous allez être entendu par le reste de la majorité? Écoutez, on l'espère parce qu'on pense que c'est une mesure juste. Oui. C'est-à-dire que ça répond à ce que disait par exemple votre collègue, même si pour l'auditeur, même si pour eux c'est compliqué parce que c'est 1 à 2% de marge pour les entreprises du transport. Donc pour eux c'est plus compliqué. Mais pour un tas d'autres entreprises, plutôt que de donner aux actionnaires, on donne aux salariés. Et moi, je pense que c'est juste et qu'on peut même emmener des collègues des groupes d'opposition sur cet amendement. Merci Perrine Goulet, merci. Qu'en pensez-vous, Olivier Babot? Alors, c'est très difficile de dire à partir de quand un profit est trop grand. Ce qu'il faut dire, c'est que depuis les années 50, la répartition de la valeur ajoutée, elle est plutôt en faveur des salariés qui touchent plutôt plus qu'avant. C'est-à-dire qu'elle a plutôt augmenté. Donc il n'y a pas eu de captation par le capital du tout. C'est environ 2/3 de la valeur ajoutée qui est prise par la salariée. Maintenant, il y a des dispositifs d'intéressement de participation, d'ailleurs on l'a vu chez Total, qui sont importants. Il faudrait les développer. Mais pas c'est pas, dans beaucoup de PME, TPE, ça n'existe pas. Parce qu'en réalité, les bénéfices sont souvent pas énormes et pas extrêmement significatifs. C'est un peu compliqué. Sur la transition écologique et les investissements, ce qu'il faut dire, c'est que si vous prenez des impôts sur le capital, à ce moment-là, par définition, ils peuvent pas financer parce que c'est à ça que ça sert. Les bénéfices, ils vont notamment financer la transition écologique, ce que Total s'est engagé à faire. Bien, nous allons donner la parole à Henri Sterdyniak juste après la pub. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il faut indexer les salaires sur l'inflation? Alors aussi, attendez. Ouais, nous en parlerons. Non, c'est une bonne question. Nous en parlerons juste après la pub. Il est 11h31. Vous êtes sur Sud Radio. Vous continuez à appeler. Tiens, Guy est avec nous. Guy a été chef d'entreprise toute sa vie. Il n'y a pas le même taux d'imposition en fonction de la taille de l'entreprise. Eh bien, nous allons en parler évidemment dans 3-4 minutes sur Sud Radio. 0826 300 300. C'est passionnant. Laurent aussi, qui est à Montpellier dans l'Hérault, qui est artisan menuisier. Vous êtes très, très, très nombreux à appeler ce matin. J'en suis très heureux. À tout de suite. Bien, c'est passionnant. Laurent, Guy sont là. Vous êtes nombreux à appeler 0826 300 300. Henri Sterdyniak, économiste à l'OFCE, cofondateur des économistes atterrés, est avec nous par Zoom. Henri Sterdyniak, un mot sur les super profits. Pourquoi
à votre avis, est-il important de taxer les super profits de certaines entreprises, notamment dans l'énergie ? Ces entreprises ont fait des profits tout à fait fabuleux pendant la crise. Il y a un contraste entre ces super profits et les difficultés des petites et moyennes entreprises et les difficultés des ménages. Donc, il ne serait pas scandaleux qu'effectivement, on taxe ces super profits. Maintenant, même, je vais faire bondir Olivier Babot, mais bien sûr, ça ne peut marcher que si on introduit en France et en Europe une taxation à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que les grandes entreprises multinationales doivent être taxées sur l'ensemble de leurs profits. On ne peut pas laisser les sociétés multinationales échapper à la taxation en déclarant leurs profits dans des paradis fiscaux. Donc il faut une taxation à l'échelle mondiale. Et ensuite, on répartit le profit entre les différentes parties prenantes, les différents pays, à la fois les pays producteurs et les pays distributeurs. Et c'est comme ça qu'on peut éviter que les firmes multinationales aient des profits tout à fait aberrants qui leur donnent aussi un pouvoir tout à fait aberrant. On peut citer l'influence de Google, l'influence de Facebook, de Twitter, tout ça. Il faudrait le remettre en cause et on a là une occasion avec ces profits fabuleux qui sont durables, qui seront durables pour Total si effectivement le prix de l'énergie reste élevé. On a une occasion de mettre en place une fiscalité satisfaisante à l'échelle mondiale. Et le gouvernement est réticent. Olivier Babot, vous répondez à Henri Sterdignac et ensuite je vais vous poser d'autres questions sur la répartition. Oui, très rapidement, moi je bondis pas du tout. D'ailleurs, je suis même d'accord avec Henri Sterdignac sur l'impôt mondial, tout à fait. C'est une discussion qui est en cours, c'est très compliqué à mettre en place parce que par définition, s'il n'est pas totalement mondial, c'est-à-dire s'il y a des petits endroits où ça n'existe pas, c'est tout foire évidemment. Donc c'est compliqué, mais si on y arrive, c'est formidable. Il y a la question de la répartition qui est pas simple, effectivement, parce que ça veut juste dire que tout le monde, qui seront plus taxés, mais est-ce que pour autant la France va arriver à prendre une partie des choses pour elle? Évidemment, ça va être un débat avec les pays, chaque pays voulant une partie, évidemment, de l'accaparement de la valeur ajoutée, c'est naturel. Bien, l'inflation est forte. Alors moi, je réfléchis, je regarde ce qui se passe et je vois quoi? Je vois que les fonctionnaires, l'indice de la fonction publique est calqué sur l'inflation. Pas tout à fait, puisque je crois que l'augmentation est de 3,5%. Donc moins que l'inflation. Il n'est pas officiellement calqué. Il n'est pas officiellement calqué. Les retraites à GIRC-ARCO vont augmenter comme l'inflation. Oui. Alors, moi, je pose une question. Ça n'est qu'une partie des retraites. Ça n'est qu'une partie. Mais je pose une question quand même. Encore une fois, les punis, ce sont les salariés du privé. Pourquoi punis? Parce qu'il n'y a aucune indexation des salaires sur l'inflation dans le privé. Est-ce qu'on pourrait mettre en place une indexation des salaires sur l'inflation? Henri Sterdignac. D'abord, il faut rappeler quand même que l'indice de la fonction publique a été gelé pendant 10 ans. C'est vrai. Et donc, les fonctionnaires, il y a un problème de traitement des fonctionnaires. On a de plus en plus du mal à embaucher des jeunes parce qu'ils subissent complètement cette histoire de baisse du traitement dans la fonction publique. Du niveau de vie, oui. Les fonctionnaires ne sont pas des privilégiés, les retraités ne sont pas non plus des privilégiés. Quand on fait le bilan sur ces dernières années, ils ont perdu 10% de pouvoir d'achat et les seuls qui sont protégés, tant mieux pour eux, c'est les travailleurs au SMIC parce qu'eux, ils ont une formule automatique qui fait qu'ils suivent l'inflation. Donc, on a deux solutions, soit effectivement on généralise ça à tout le monde, mais à ce moment-là, il faut dire clairement, oui, effectivement, on va avoir plus d'inflation, et oui, il faudrait réussir à récupérer ce que nous coûte la hausse de l'énergie, par exemple sur les plus riches, par exemple sur le profit des grandes entreprises, et ça c'est un programme politique qui n'est pas celui du gouvernement actuel, soit ce qu'on fait actuellement, c'est de dire, tant pis, ce sont les salariés du privé qui ne sont pas protégés par le SMIC, les retraités parce que la hausse de leur pension ne va pas suivre finalement l'inflation globalement sur ces 2 années, les familles parce que les allocations familiales ne changent pas, et c'est comme ça qu'on lutte contre l'inflation. C'est pas glorieux,
Mais il faut on trouve des victimes en grande partie parmi les salariés du privé. Bien, c'est pas glorieux, c'est vrai. Alors, j'attends. Guy et Laurent sont là. Guy, vous êtes à Paris, Guy. Bonjour, Guy. Bonjour, monsieur Bourdin. Bonjour, messieurs. Merci. C'est passionnant, hein, Guy. Oui, très passionnant. Moi, j'ai connu l'époque où j'étais mon chef d'entreprise. Et les impôts sur les PME, PMI, c'était 50% sur les bénéfices. Oui. Pendant ce temps-là, c'était moins de la moitié pour les très gros groupes. Oui. Or, c'était les PME, PMI, TPE qui employaient le plus de salariés. 60 à 65% des salariés en France étaient employés par ces entreprises-là, à l'inverse des grands groupes. Je dis qu'il faut faire une reprise en sous-œuvre dans tous les domaines. Il y a eu beaucoup de dérives pendant toutes ces dizaines d'années. Principe d'équilibre, principe d'équité. Tout chiffre d'affaires, tout revenu fait dans un pays doit être mené à l'impôt du pays. Que Total extrait en Suède, en Norvège, que sais-je, il paye les taxes en Suède, en Norvège. Par contre, il fait des bénéfices sur le territoire français. Il faut que ces bénéfices soient déclarés. Ce qui signifie une déclaration de revenus très approfondie et très réelle. Voilà, pas possibilité de faire fuir. Et même taux pour les grandes entreprises que pour les PME, TPE, évidemment, même taux d'imposition. Tout à fait. Est-ce que c'est le même taux d'imposition? Attendez, non, Guy. Olivier Babot, oui, aujourd'hui. La question, c'est quand vous êtes une entreprise internationale, comme on l'a dit avec Total, vous faites des activités dans plein d'endroits. Oui, vous avez des moyens comptables, d'ailleurs plus ou moins légitimes, hein, mais d'arriver à, évidemment, selon ce qu'on appelle les prix de transfert, arriver à loger la plus-value, si vous voulez, dans des endroits où c'est plus ou moins intéressant. Oui, mais je me mets à la place d'un patron de PME qui ne peut pas le faire. C'est toujours les plus riches qui arrivent pas les moyens qui arrivent à payer moins d'impôts. Voilà, une forme de mauvaise redistribution. Guy voulait ajouter quelque chose? Oui, la PME, PMI n'a pas les moyens de confier son argent à la banque pour qu'elle aille le placer dans un paradis fiscal. Voilà. Donc ou n'a pas les moyens d'avoir un cabinet comptable, ou n'a pas les moyens au niveau, ou n'a pas les moyens, je ne sais pas moi. Oui, non, mais c'est obligation, dans ce cas-là, c'est obligation. Vous avez quelquefois des juges qui arrivent à l'improviste chez quelqu'un pour vérifier les comptes ou quoi que ce soit, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit la personne. Donc là, il y a aussi un moyen de tomber sur ces entreprises, faire des déclarations de revenus réels. Et pas des revenus qui ne sont pas fondés. Merci Guy. Laurent est à Montpellier. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tout le monde. Et merci d'être avec nous Laurent. À propos des profits, vous dites qu'ils ne sont pas bien redistribués. Pourquoi Laurent? Que vouliez-vous dire? Alors attention, les profits ne sont pas bien distribués parce qu'une personne qui est riche veut le rester. Et on n'en sortira pas, que ce soit une entreprise, personne morale, personne physique, ainsi de suite. Hein. Oui. Et l'histoire de mondialiser un impôt, tout ça, on peut toujours rêver, mais ça n'existera jamais. L'humanité ne l'a jamais fait et ça ne se fera pas. Bon, il y a toujours des gens à contre-courant qui veulent... Bon. Mais moi, je voulais apporter quelque chose d'intéressant dans cette affaire. C'était les transactions sur l'énergie, c'est-à-dire pétrole-gaz, c'est la moitié des transactions mondiales quand même. Hein. C'est-à-dire, vous vous rendez compte de ce que je dis? Toutes les transactions mondiales d'argent, la moitié c'est l'énergie, pétrole-gaz, et l'autre moitié c'est tout le reste. D'accord? Et ce qui Vous êtes sûr de votre chiffre, Laurent? Oui. Enfin, c'est possible. Hein, je suis électricien, mais c'est ça. Hein. Non, mais vous pouvez vérifier. Oui. Non, mais si c'est pas la moitié, c'est 52%. Bon, continue. Alors, c'est pour vous dire, c'est un gros paquet, les énergies fossiles, je parle, 80% de l'énergie consommée dans le monde. Oui. Donc c'est la moitié des transactions financières mondiales. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, les grands groupes font de gros bénéfices. Oui. Et ce qui se passe pour toutes les autres entreprises, c'est là où je vais revenir, il y a ce qu'on appelle un effet trompette. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires augmente, parce que tout augmente. Hein, d'accord, oui. Vous aviez acheté avant quelque chose 10, maintenant vous l'achetez 15. Mais le bénéfice, le résultat baisse. C'est ce qu'on appelle l'effet trompette. Oui. Donc on s'en va à ce que la redistribution actuelle cette année va être bonne pour pas mal d'entreprises qui veulent redistribuer, mais dans les années à venir, elle va être plus faible envers les salariés à cause de cet effet trompette. Oui. Le chiffre d'affaires va être énorme, mais le résultat va être minable. Donc voilà ce qui se passe. Tout ça, c'est à cause du pétrole qui est la plus grosse structure financière au monde. Les économistes sont sur le plateau, ils pourront confirmer.
ou infirmiers. Eh ben merci mon cher Laurent, merci. Dites-moi, qu'en pensez-vous, Olivier Babot? Oui, alors vous savez que le gros problème du pétrole, c'est que dans les années 70, on espérait un peu qu'on arriverait à sec. Et le grand problème, c'est qu'il n'y en a jamais eu autant, en fait. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas d'en découvrir, il y en a trop. Et en effet, aujourd'hui, on n'arrive pas, et la route est très longue pour arriver à s'en passer. Arriver à se passer des hydrocarbures. Surtout si on en découvre, si on en trouve, si on en trouve de plus en plus, on n'est pas prêt de s'en passer. Plus on en trouve, plus il y a des moments où il est du coup moins cher et donc disponible, et donc c'est moins intéressant. J'ai envie quand même de prendre un exemple étranger. Il y a un pays au monde qui s'appelle le Japon. Alors le Japon, c'est quand même extraordinaire parce que il y a une hausse des prix au Japon comme partout ailleurs dans le monde, mais qui dit hausse des prix dit pas augmentation des salaires. Hein. Au Japon, il n'en est absolument pas question. C'est une mécanique infernale, ce pays, qui est le pays le plus endetté du monde. Je crois, ou l'un des pays, je crois que c'est le plus endetté. Oui, probablement, oui. 250%, je crois, du PIB. Oui. Le Japon en est à quoi 118, nous, 112, 112 ou 115 250%. Oui. Mais comment font-ils pour s'en sortir? Le Japon, malheureusement, c'est le Japon. C'est-à-dire que c'est très particulier pour plein de raisons, culturelles en grande partie. Ils ont un problème de vieillissement qui est extrêmement grave. La structure de leur dette, on le sait, est très particulière puisqu'elle est détenue en grande partie par les Japonais eux-mêmes. Donc les gens se doivent de l'argent, si vous voulez. Donc c'est moins problématique. C'est évidemment extrêmement différent. Vous savez, quand les Japonais font grève, ils travaillent, ils mettent juste un brassard. Hein. Oui. Donc on n'est pas tout à fait dans le système français. Donc vous pouvez imposer des choses sans doute au Japon qui ne seront pas pareilles. Sur justement le lien entre salaire et inflation, il faut redire que ce qui est terrible, c'est qu'on n'est pas du tout à égalité sur les revalorisations. Je ne jette pas la pierre aux fonctionnaires qui en effet ont subi un appauvrissement sur le long terme. La réalité, mais on pourrait indexer les salaires sur l'inflation. Oui, alors sur le papier c'est tentant. Le risque, c'est effectivement la boucle prix-salaire qui fait que on est lancé dans une boucle où vous êtes obligé du coup d'augmenter fortement les prix. Ces prix augmentent eux-mêmes depuis l'inflation. Vous êtes obligé. L'inflation, c'est la boucle, vous voyez. Et donc, on ne sait plus comment arrêter. Et c'est un peu ennuyeux. Évidemment, sur le papier, c'est tout à fait possible. La réalité, vous savez que l'inflation, c'est un chiffre moyen sur un panier moyen. Oui. Et le problème, c'est qu'en fait, on est extrêmement touché en réalité, en pratique, de façon très différente selon vos profils de consommation. Évidemment. Évidemment, je ne parle pas de la cigarette. Si vous fumez, ça n'arrête pas d'augmenter, c'est normal. Ça, c'est un peu votre choix. Bon, il y a plein d'autres choses. Évidemment, si vous avez 2 voitures, vous prenez vos voitures tous les jours pour aller travailler, vous êtes beaucoup plus touché par l'inflation des carburants. Si vous êtes en centre-ville, c'est pas le cas. Et donc, en fait, il y a une très grande inégalité, probablement une injustice, puisque plus vous êtes modeste, plus c'est difficile pour vous l'inflation, d'autant plus que vous consommez une grande partie de votre vie. Et évidemment. Et encore une fois, ce sont les plus modestes qui en souffrent. Et encore une fois, ça prouve qu'il n'y a pas suffisamment de redistribution des richesses, peut-être. Il y en a déjà. Alors, on va en parler encore avec Henri Sterdignac juste après la dernière pub, 11h47. 0826 300 300. Je regardais les dernières informations sur le fil info et je vois que Sandrine Rousseau appelle à la grève générale. Bon, voilà, Olivier Babot, ça vous fait sourire. Donc, quand vous voulez prendre le pouvoir, vous aimeriez qu'il soit à terre, et donc vous voulez le chaos, c'est absolument normal, mais je ne trouve pas que ça soit forcément très très enthousiasmant. Enfin, je veux dire, la grève, là, c'est quand même la 7e plaie d'Égypte. Je veux dire, on a eu le Covid, on a la guerre, on a l'inflation, il faut absolument rajouter un truc par-dessus, il faut vraiment que tous qu'on s'entretue en faisant une grève générale pour bien mettre l'économie à terre. Je trouve que c'est une super idée, ça me paraît vraiment une très très bonne idée. Bon, Henri Sterdignac, oublions Sandrine Rousseau, Henri Sterdignac, mais comment, parce que maintenant j'aimerais qu'on ait des solutions, comment mieux redistribuer dans ce pays? Henri Sterdignac. D'abord, on est d'accord sur le diagnostic, il faut revaloriser les salaires des premiers de corvée, il faut revaloriser les salaires des métiers féminins qui sont souvent extrêmement mal payés. Et puis, la contrepartie, c'est simple, il faut réduire les hauts salaires, il faut réduire les dividendes qui ne sont pas réinvestis dans l'économie, et puis il faut passer à une économie plus simple, où les gens n'ont pas en permanence le besoin de nouveaux produits. Il faut des produits plus simples, plus durables. Moins de consommation, mais attention. Il faut pas de consommation ostentatoire. Il ne faut pas que les gens se sentent humiliés parce qu'ils n'ont pas de Rolex ou parce qu'ils ne vont pas passer le week-end à New York. Et je prends des exemples extrêmes. Il faut que les gens n'aient pas le besoin en permanence de renouveler leurs appareils. Et ça demande à la fois une société, de mon point de vue, plus égalitaire, plus sobre, et qui
répond mieux aux contraintes écologiques. Évidemment, les travailleurs de premier de corvée n'auront jamais le niveau de vie que peuvent avoir aujourd'hui les plus riches. Mais le problème, c'est qu'il faut égaliser la situation des uns et des autres. Bien, merci Henri Sterdignac. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Olivier Babot, quelle solution ? Alors, la société égalitaire et sobre, on a tenté, ça s'appelait l'Union soviétique et ça marche assez mal. Moi, je suis toujours assez réticent quand on me dit qu'il faut faire la différence entre le luxe et l'essentiel. Il ne faut jamais oublier qu'aujourd'hui, le dernier des ouvriers vit dans un état de luxe et de confort comparativement au 19e siècle. C'est-à-dire que le luxe d'aujourd'hui, le normal d'aujourd'hui, c'est le luxe d'hier. C'est très compliqué. Alors, en revanche, le vrai débat, c'est quoi ? Non, mais moi, j'aime pas cette comparaison. C'est formidable. Bah oui, on est d'accord. On a accès à une santé à laquelle Louis XIV aurait même pas pu rêver. Non, mais d'accord, Olivier Babot, il vit. Non, mais il vit mieux que le 19e siècle. Sauf que par rapport à celui qui est très, 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 très riche, l'écart est immense. Oui, absolument. Aussi immense peut-être qu'au 19e siècle. Probablement, oui. Peut-être même un peu plus si on regarde les valeurs, parce que vous avez des marchés qui sont mondiaux, les richesses le sont aussi. Mais ce qui est important de dire, c'est que le problème, le Graal qu'on recherche aujourd'hui, c'est le découplage entre le PIB, la création de richesses, et l'empreinte écologique, si vous voulez. C'est-à-dire, finalement, la consommation de ressources et l'effet sur le climat, la biodiversité, etc. En réalité, elle a commencé ce découplage. C'est-à-dire, si on regarde chaque point de PIB, aujourd'hui, il est beaucoup moins intensif, notamment en carbone, etc. C'est ça l'enjeu de la transition écologique dont tout le monde parle, c'est ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire continuer. Est-ce qu'on a vraiment envie de plus chauffer ? Est-ce qu'on a envie de revenir à 5 degrés comme il pouvait y avoir à Versailles pendant l'hiver ? Non. Alors pour garder notre niveau de confort, on peut appeler ça un luxe, mais pour garder notre niveau de confort, la capacité à se déplacer, à aller voyager, à faire du tourisme un petit peu aussi quand vous êtes, y compris quelqu'un d'un classe moyenne, pour garder ça, il faut arriver à avoir ce découplage et avoir ces nouvelles technologies. C'est ça tout l'enjeu des investissements énormes qu'on doit faire dans les prochaines années. Donc on doit beaucoup investir, donc moins verser de dividendes, pardon de le rappeler, moins verser de dividendes, plus d'investissements. Moi, je me souviens, il y avait une idée, c'était sous Nicolas Sarkozy, un tiers. Vous vous souvenez de ça ? C'était complètement stupide parce qu'on ne prenait pas en compte la réalité. En fait, les salariés, ils ont déjà 2 tiers. En fait, voilà. Ils ont 2 tiers. Mais oui, de la valeur ajoutée, absolument, parce que quand tu en comptes les salaires, il ne faut pas juste prendre les. Même chez Total, ils ont 2 tiers. C'est une moyenne. Moi, j'ai des chiffres moyens depuis 1950 en France. Je suis pas certain. Chez Total, je suis pas certain. Mais bon, peu importe. Merci Olivier Babot d'être venu nous voir. Merci d'avoir appelé 0826 300 300. C'est passionnant, cette redistribution des richesses. Voilà un vrai débat. Encore nous n'allons pas tout résoudre ici. Nous posons simplement les questions. Ensuite, les réponses ne nous appartiennent pas. Nous les subissons parfois, mais nous essayons de faire avancer la réflexion. C'est ce qui compte.